Alors l'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. On ne parvient pas à arrêter malgré les conséquences sur sa vie. Et puis c'est la solution la moins pire que la personne trouve à ce moment-là pour apaiser une tension interne, un mal-être. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des conduites addictives et surtout de comment s'en libérer. Je reçois Sandra Pinel. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes mi-infirmière, mi-patiente experte addiction. Vous avez intégré le conseil d'administration de l'asso France Patient Expert Addiction en 2020. Oui. Et vous êtes certifié patient expert addiction. Vous avez fait partie de la première promo. Oui. C'était les premiers années Covid. Ah oui, c'était donc en janvier 2020, juste avant le premier confinement. Ça a été pas longtemps après. On s'est rendu à la Tour Montparnasse et on était donc 3 à passer devant le jury et être certifiés ce jour-là. Qu'est-ce que c'est qu'un patient expert addiction pour ceux qui nous écoutent ? Alors un patient expert, c'est une personne qui a eu un parcours de vie dans les conduites addictives, qui s'en est rétablie, et puis qui a déjà une expérience d'aide de ses pairs, donc dans des groupes d'entraide, souvent comme on peut connaître, Vie Libre, La Croix-Bleue, Entraide Addict, il y en a plein, Alcooliques Anonymes bien sûr. Et puis on va faire une formation et on va remplir un livret de compétences. Souvent on fait des stages aussi, ce qui permet vraiment de développer un regard réflexif sur notre parcours. On ne va pas juste témoigner, on va s'adapter à ce qu'a besoin d'entendre la personne. On va aussi lui expliquer ce qu'ont dit les professionnels, puisqu'on a fait des formations, on connaît les mécanismes des conduites addictives, on peut aussi traduire entre les deux mondes. Et en plus, vous êtes personnel de santé. Oui, en plus je suis infirmière. Ouais. Voilà, donc finalement, vous avez les deux casquettes. Oui, mais quand on est infirmière et qu'on est dans des conduites addictives, on est la plus mal chaussée, parce qu'on est incapable de savoir quoi faire à ce moment-là, quand on est au plus mal. Aujourd'hui, vous êtes infirmière dans les conduites addictives. C'est votre spécialité. Je me suis réorientée donc en 2019. J'ai fait un diplôme universitaire d'addictologie en 2018. Et j'ai commencé à travailler en addictologie en 2019. Avec la double casquette, du coup, là. Infirmière spécialisée en addictologie et patiente experte addiction. Alors, vous publiez aujourd'hui Journal d'une polyaddicte libérée chez Erol. Plutôt que de guérison, vous préférez parler de liberté retrouvée, vous ? Oui, liberté retrouvée ou rétablissement, sous-entendu une meilleure qualité de vie. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on décide d'arrêter une conduite addictive, peu importe le produit, on est beaucoup dans le combat. On se bat contre un démon, enfin il y a des mots... C'est guerrier. C'est très guerrier, les mots qui sont employés. Je vois là les personnes qui sont en train d'entamer le défi de janvier, il y en a certains, c'est vraiment très très guerrier. Le janvier sobre. Non, c'est pas janvier sobre. C'est le défi de janvier de Dry January, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose ? Puisque le janvier sobre, c'est une initiative parallèle qui a été lancée par Laurence Cotet et qui tient les mêmes discours que les alcooliers, de prôner une consommation responsable. Ah non, j'avais juste traduit en fait Dry January en fait. Non, juste pour qu'on l'ait en français, pour pas qu'on l'ait en anglais. C'est le défi de janvier en français, en fait. Ah, c'est le défi de janvier. En français, ouais. D'accord. C'est voilà, donc vous en entendez beaucoup parler d'ailleurs en ce moment. Ah bah oui, partout, ouais, c'est bien. Vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez aidées ? Oh non, c'est impossible de savoir, parce que y a déjà toutes les personnes où je travaille, c'est un XAPA-Carude, un centre d'accompagnement de prévention d'addictologie, et puis il y a un côté pour les personnes qui souhaitent réduire les risques par rapport à la drogue, l'usage de drogue, comme on dit. Et puis il y a sur les réseaux, donc j'ai un groupe Facebook, on est à 2150 je crois membres. Il y a le groupe du défi de janvier qu'on a monté avec l'association France Patient Expert Addiction, donc on est à la 5e année, on est à 2700 membres je crois. Il y a le forum Addicted, je coordonne la modération, où il y a 10 000 membres, enfin, c'est impossible de savoir en fait. Combien de personnes vous avez aidé ? Alors il y a peu, vous avez découvert le pouvoir de vos mots. Quel est le pouvoir des mots sur les addictions ? Alors comme moi j'aide beaucoup sur les réseaux sociaux, les mots ont leur importance. Si on emploie le mauvais mot, ça peut être interprété parce qu'on voit pas la personne en face, il n'y a pas les expressions de visage, il n'y a pas tout le non-verbal. Donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Et puis j'ai eu l'opportunité, avec des événements qu'on a organisés avec l'association France Patient Expert Addiction, d'écrire des articles dans Psychotrope, la revue de Cairn Info. Et donc j'ai pu voir l'impact
qui ont eu ces mots-là sur les personnes. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais écrire et que ça pouvait toucher des personnes. Quels sont les mots qui ont des impacts, par exemple ? C'est de témoigner de son rétablissement, mais avec les bons mots comme la liberté, le rétablissement aussi, qui est une autre notion, d'expliquer ce qu'est l'addiction, mais avec des mots que tout le monde comprend, sans pour autant vulgariser, mais que des personnes comprennent. Alors justement, expliquez-nous ce que c'est que l'addiction. Alors l'addiction, c'est Pierre Fouquet qui a donné la première définition, qui est le père de l'alcoolologie française, qui disait la perte de la liberté de s'abstenir. Après, on a eu des définitions un petit peu plus développées. Donc, on ne parvient pas à arrêter malgré les conséquences sur sa vie. Et puis, c'est la solution la moins pire que la personne trouve à ce moment-là pour apaiser une tension interne, un mal-être. C'est aussi ça. Alors, on n'est pas tous sujets de la même façon aux addictions. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse être plus sensible aux addictions que d'autres ? Alors, déjà, il y a tout un... C'est assez complexe finalement, il y a beaucoup de choses. Par rapport à la personnalité, déjà, la personne peut être plus vulnérable. Si je compare avec mon frère, par exemple, moi j'étais plus émotive, j'étais rebelle. Je vivais de plein fouet ce qu'il y avait dans ma famille, alors que mon frère pouvait, lui, prendre du recul, être beaucoup plus apaisé finalement. Puis il y a des personnes qui ont aussi des dépressions sous-jacentes qui vont favoriser de chercher un apaisement dans un produit. Il y a aussi tout ce qui est environnement, donc c'est l'accessibilité du produit. Quand on est incité par un groupe de pairs aussi à consommer ou qu'on veut consommer pour faire partie du groupe de pairs. Moi j'ai été initiée par exemple à goûter les bons vins avec mon père. Je fumais pour être avec lui, et il y a ce côté-là aussi. Même si c'est pas votre père qui vous a initié à la cigarette. Non, pas du tout. J'ai essayé toute seule, mais c'était un moyen d'être avec lui, de partager quelque chose avec lui. On reviendra sur votre parcours tout à l'heure, mais justement, si on prend ce phénomène d'accoutumance, comment est-ce qu'il s'installe ? Il s'installe, ça peut s'installer assez rapidement ou plus lentement, plus insidieusement. Ça dépend des personnes. C'est progressif, quoi. On peut dire que c'est une pathologie progressive. Ouais. Progressif. On ne devient pas addict du jour au lendemain, en fait. Non, c'est progressif, oui, ça ne vient pas en... Ouais. Moi, je sais que c'est des drogues qui m'ont accroché tout de suite, et il y a je sais pas, vous tirez sur un joint dans une soirée, et puis hop, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. C'est cet effet-là qu'on va rechercher après dans les prochaines consommations. Et puis, petit à petit, il va falloir augmenter les doses pour avoir l'effet recherché au départ. C'est là qu'arrive la tolérance aux produits. Et puis, il y a une mémoire de l'addiction, donc on va en consommer de plus en plus, et c'est là qu'arrive l'addiction avec l'impossibilité de s'en passer, malgré les conséquences sur sa vie. C'est la perte de contrôle. Perte de contrôle, et il y a une perte de contrôle au niveau du cerveau. Et alors, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, justement, comment le cerveau réagit justement à l'absorption de substances ou de certains comportements. Alors, il va déclencher toute une chaîne de transmetteurs, de réactions chimiques dans le cerveau qui vont procurer du plaisir. On commence toujours à consommer parce qu'on a eu du plaisir à consommer une drogue. Et puis dans le cerveau, on a aussi ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, que nous, les personnes sujettes à l'addiction, on n'a pas. Au fur et à mesure, il n'existe plus. C'est juste une émotion, une consommation. Il n'y a plus du tout de contrôle au niveau du cerveau. Donc souvent, il peut y avoir une culpabilité de la part de ceux qui ont perdu le contrôle, mais c'est votre cerveau qui est à la commande. C'est ça qu'il faut expliquer. Oui, vous n'êtes pour rien, c'est pas une question de volonté. On est responsable de notre rétablissement, mais pas de nos conduites addictives, malheureusement. Parce que je pense que personne n'a envie de gâcher sa vie, entre guillemets. Il y en a qui ne gâchent pas leur vie, mais on gâche quand même pas mal de choses avec les consommations. Personne n'a envie de ça. Quel est le rôle d'une addiction ? Le rôle d'une addiction... À quoi ça sert finalement ? Ça vient combler sans doute un mal-être. Certaines personnes, ça les aide à aller vers les autres. La solitude aussi, beaucoup. Beaucoup de personnes disent que de boire ou de fumer un joint, ça permet de combler la solitude. Donc c'est pour combler quelque chose Souvent, oui. Combler un malaise interne ou alors s'occuper... Les challengers du défi de janvier le disent beaucoup, c'est que qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là, ou ceux qui arrêtent de fumer aussi. Quand on arrête le tabac, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là où j'ai ma cigarette dans la main finalement, qui occupe, qui parle pour moi des fois aussi.
Et le plaisir, alors qu'est-ce qu'il devient en cas d'accoutumance? C'est là où c'est plus compliqué, c'est de retrouver d'autres formes de plaisir, parce que au moment où on est dans l'addiction, il n'y a plus de plaisir, c'est juste un besoin. Le plaisir a disparu, c'est devenu un besoin. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Et c'est là où c'est compliqué quand on veut en sortir, quand on veut arrêter, c'est de trouver d'autres manières de se faire plaisir. Parce que dans le cerveau, le seul plaisir, c'est la conso. Sauf qu'en fait, non, c'est un besoin. Mais ça lui fait pas plaisir au cerveau, finalement. Il y a ce qu'on appelle la fameuse zone de récompense. Alors ça, peut-être un peu plus complexe. Non, en fait, il n'y a pas de plaisir du tout avec les consommations. C'est vraiment un besoin, s'apaiser, apaiser un mal-être. D'ailleurs, ceux qui consomment le voient quand ils s'arrêtent quelques temps, quand ils reprennent, ils ressentent quelque chose de nouveau. Oui, ça revient, mais du coup, on revient aussi aux consommations à la même fréquence qu'avant et les mêmes quantités. C'est donc ça, aux mêmes quantités. Donc ça aussi, il faut le comprendre. Oui, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, justement, dans la partie compréhension des addictions, pour expliquer au grand public. Et c'est important de l'expliquer à la fois à ceux qui consomment et à l'entourage. C'est ça. En fait. Oui, l'entourage est en grande difficulté. Jusqu'à il y a très peu de temps, finalement, en France, ils étaient même exclus des soins. Maintenant, ils sont quand même reçus dans les centres d'addictologie. On leur explique aussi ce qui se passe, c'est important. Et ils ont des lieux où ils peuvent être écoutés. Et ça me paraissait important. En plus, moi, ayant démarré ma vie à côté de mon papa qui consommait beaucoup d'alcool, de pouvoir expliquer tout ça aux proches. Et puis, il y a même une partie pour eux, pour leur donner quelques tips, quelques aides. Oui. Et on ne peut pas aider les gens malgré eux. Ben non, malheureusement. Et c'est ça la question que se pose l'entourage. Souvent, c'est comment être utile, comment aider. Parce qu'en fait, quand on vit à côté de quelqu'un qu'on aime et qu'on voit sombrer, on a envie de le sauver. Enfin, c'est humain. Sauf qu'on ne peut pas faire pour lui. On peut être accompagné, être à côté, mais pas faire pour. Donc c'est très très difficile à comprendre. On va avoir tendance à faire à la place. Par exemple, le mari qui ne se réveille pas le matin pour aller au travail, d'appeler l'employeur. Mais le fait de faire ça n'empêche de se rendre compte des conséquences de ses consommations. Ça, c'est des stratégies qu'on met en place, en fait. Oui. Et ça permet de se protéger aussi. Je vois ma mère, elle faisait de moins en moins de repas à la maison, justement, pour ne pas montrer. C'est normal. Et éviter qu'ils consomment trop. Oui, éviter aussi de montrer aux autres. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a aussi un côté honteux dans l'addiction. Oui. Et les proches le vivent de plein fouet. C'est vraiment très difficile pour eux. Quels sont les mots que quelqu'un qui justement souffre d'accoutumance a besoin d'entendre alors à ce moment-là? Ça dépend du moment où il en est dans sa prise de conscience. S'il y a déjà un début de prise de conscience ou pas. Ça peut être qu'il n'y a pas de fatalité, on peut en sortir, qu'il y a différentes manières de s'y prendre et qu'on s'adapte à chaque personne. Ça va être vraiment suivant l'accompagnement que la personne choisit ou juste déjà à chercher des informations, c'est individualisé et c'est global. C'est pas juste les consommations qu'on va accompagner. Une motivation par rapport aux consommations, c'est tout le reste, parce qu'il y a aussi le côté social. La personne peut avoir des difficultés à aller vers les autres. Peut-être qu'on va l'aider à trouver une association, un groupe d'entraide ou autre chose, une association avec une thématique qui lui est chère. Elle a peut-être besoin d'aide pour faire des papiers, parce que souvent on est incapable de faire des papiers. Quand on est au conso, on laisse la boîte aux lettres pleine. Il y a tellement de choses. Il y a le côté psychologique, il y a le côté médical, bien évidemment. Certaines personnes ont besoin d'un traitement, d'être orientées peut-être vers un CMP. Enfin, il y a tout un tas de choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de fatalité. On peut en sortir. On peut choisir de commencer par réduire sa consommation. Alors, on verra justement quelles sont les différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Parlons des conduites addictives ce matin avec mon invité qui s'appelle Sandra Pinel. Donc, vous êtes infirmière et patiente experte addiction et vous publiez. Alors, votre témoignage, c'est à la fois votre histoire que vous racontez, vous partagez avec le lecteur, et puis des stratégies, des outils pour s'en sortir. À noter que tous ces outils sont disponibles en ligne puisqu'il y a un QR code sur lequel on peut retrouver tous les outils.
Oui, c'était vraiment mon souhait que les personnes puissent aussi aller sur le site pour télécharger les outils, puisqu'il y a des tableaux. Par exemple, un journal de bord pour noter sa consommation, une balance décisionnelle pour s'aider à peser les pour et les contre. Il y a tout un tas d'outils et je souhaitais vraiment que les personnes puissent les télécharger s'ils le souhaitent. Et puis, il y a un deuxième QR code pour toutes les ressources. Parce que recopier un QR code, pas un QR code, un URL de lien, c'est assez complexe. Donc là, on clique et voilà, il y a tout un tas de choses. Puis ça me permet aussi de modifier peut-être au fil du temps. Il y aura sans doute d'autres sources que je vais découvrir ou qu'on va me proposer, que je vais ajouter. Oui, vous allez actualiser votre base de données. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, comment savoir si on a un comportement addictif? Parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Ou alors peut-être qu'on se ment. Oui. Parce que c'est rassurant de se dire j'arrête quand je veux, de toute façon j'ai pas de soucis. Je gère. Voilà, ouais, c'est ce que je me disais, je gère, tout va bien, j'ai pas de problème. Voilà, donc comment s'en rendre compte? Je prends toujours l'exemple du défi de janvier parce qu'on est en plein dedans, là, dans la pause alcool de ce mois de janvier. Des personnes le voient déjà, là on est à 7 jours, ils le voient déjà, les difficultés. Et c'est un bon moyen, je trouve, de se rendre compte, peut-être pas d'une conduite addictive, mais en tout cas d'une consommation problématique, avec des moments compliqués dans la semaine où on n'arrive pas à se passer de ce fameux verre. Et comment on peut faire, justement, pour éviter de rentrer dans une conduite addictive. Alors, comment on fait dans ces cas-là? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le craving? Alors le craving, quand on a besoin de ce fameux verre en plein milieu de la semaine. Ouais. Alors il y en a qui décrivent vraiment des envies qui vont passer assez vite finalement s'ils font autre chose, et d'autres le véritable craving, là, un truc qui monte vraiment très très haut. C'est une envie irrésistible, irrépressible de consommer, qui est vraiment très 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 forte, mais qui finit toujours par redescendre. C'est comme une montagne, hein, mais ça peut prendre du temps, environ 20 minutes, où c'est très fort. Donc là, il faut changer ses habitudes, c'est ça. Parce que le cerveau, il va réagir à un moment de la journée. Par exemple, vous rentrez chez vous, vous allez préparer le repas avec un verre. Donc c'est là où il faut déconstruire ces habitudes-là. Peut-être qu'en rentrant, c'est intéressant de faire une activité manuelle ou de sortir marcher ou faire du sport ou je sais pas, plein de choses qu'on peut faire à la maison au lieu de commencer directement par cette activité-là. C'est-à-dire que le cerveau aime bien ses petites habitudes. C'est ça. Et donc il va réclamer parce qu'il a l'habitude d'avoir à ce moment-là. C'est ça, donc il faut déconstruire, changer ses habitudes. Et ça fonctionne plutôt pas mal. À la base de votre combat aujourd'hui, il y a une colère sourde. Donc vous avez commencé à le dire tout à l'heure, hein, votre papa était alcoolique. Vous n'avez pas pu le sauver. Hein, et c'est peut-être pour ça que d'une certaine façon, vous avez voulu devenir infirmière. Mais le fait de voir votre papa dans des états où il était très, très sous, hein, ça vous a pas dégoûté de l'alcool? Eh bien, peut-être qu'à cette époque-là, je sais pas si je pense que je me suis déjà dit que non, moi jamais je ferais ça. Mais j'étais ado à l'époque où de voir comme ça en disant, non, moi je serais jamais dans un état comme ça, en fait, finalement. Sauf que j'étais tellement en rébellion contre lui que quand j'ai croisé sur le port du Croisic, la ville où j'habitais en Loire-Atlantique, que j'ai croisé deux jeunes femmes de mon âge qui fumaient un pétard, qu'elles m'ont proposé et que j'ai senti l'effet. Tout de suite, je suis tombée très rapidement, moi. J'ai très vite pas eu de bouton stop. Alors, c'est une expression qui revient très souvent dans votre livre. Il n'y a pas de bouton stop. Vous expliquez ce que ça veut dire, il n'y a pas de bouton stop? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette histoire de contrôle là, au niveau du cerveau. Moi, j'ai pas ça. Donc, si je consomme un joint, un verre, un rail de coke, je risque de retomber directement dans des consommations très, très importantes. Je ne sais pas m'arrêter. Il n'y a pas de contrôle là-haut, au niveau des consommations en tout cas. Et vous dites que tout de suite, vous n'avez pas su modérer vos consommations, dès le début. Oui, c'est ça. Dès le départ. Dès le début, ouais. Les premières cigarettes, donc c'était au collège, c'est devenu très très rapidement tous les jours. Le cannabis aussi, ça a été tous les jours. L'alcool, ça me plaisait moins. C'est beaucoup plus tard, vers mes 30 ans, qu'il est arrivé tous les jours. Les produits de synthèse aussi, quand je les ai rencontrés, alors c'était pas tous les jours parce qu'au travail, il fallait que je sois clean. Ça, j'avais un grand sens du travail. Alors ça, moi j'aimerais qu'on explique aux gens, c'est que vous avez ce qui vous a sauvé, vous l'expliquez d'une certaine façon, c'est votre sens des valeurs. Et vous aviez la valeur travail qui faisait que quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait la veille, vous étiez à l'heure au travail et irréprochable. C'est ça, ouais, c'est mes parents qui m'ont appris ça, hein,
qui m'ont appris que dans la vie, quand tu fais quelque chose, tu assumes. Et puis le boulot, c'est important. Donc si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir. Donc je me suis battue pour avoir mon diplôme d'infirmière, malgré mon père qui est décédé, pas au milieu, mais on va dire aux 3/4. Quand je consommais la veille, j'étais à l'heure au boulot, j'étais clean, j'ai jamais consommé avant ou pendant le travail. Il fallait que je sois une infirmière parfaite. Ouais. Donc là, vous aviez le contrôle finalement de votre addiction à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Vous voyez. Mais dès la journée finie, c'était à fond. Hein. Parce que beaucoup de personnes qui ont des addictions, en fait, très vite, ils peuvent plus aller travailler. Ils sont plus en état. Vous le disiez tout à l'heure, ils s'occupent plus de leur courrier, ils s'occupent plus de leur ménage. Enfin voilà. Je m'occupais pas trop de mon courrier et de mon ménage non plus. Hein, mais c'était vraiment hors du temps le travail. Il y a un truc avec ça, c'est que comme j'avais pas pu sauver mon père, il fallait que je sauve mes patients en fait. Je travaillais à l'hôpital public à l'époque, dans une EHPAD auprès de personnes âgées. Il y avait aussi le côté que j'ai pas connu mes vrais grands-parents. Alors il y avait un côté. Il y avait cette quête d'origine chez vous qui est importante. Ouais, puis il y a un côté affectif avec ce lieu de travail. Donc je pouvais pas. C'était impossible pour moi. Mais c'est difficile à expliquer. Oui, c'est vrai. Ouais. Vaille que vaille, vous étiez un bon petit soldat à votre poste au travail. Ouais, en fait. Quoi qu'il arrive, j'y étais. Ouais. Irréprochable. Il y a quelque chose qui est intéressant, vous dites que ceux qui souffrent d'accoutumance pensent que les autres ne le voient pas. Alors, est-ce que les autres ne le voient pas, ou là aussi ça fait partie du déni organisé? Ou qui veulent pas voir. Oui, ou qui veulent pas voir. Ouais, c'est ça. Vous pensez que les autres voient? Parce que vous quand vous racontez votre histoire, vous dites personne n'y a vu que du feu en fait. Si, mon frère quand même, il voyait. Mon frère voyait au niveau du cannabis parce que très très jeune, il avait repéré déjà. Et avec son groupe d'amis, il m'avait vu passer, j'avais pas fait attention qu'il était là avec un joint, je rentrais à vélo de l'après-midi avec les copines. Enfin, mon frère avait vu, hein, et il a essayé de me faire réagir. Mais pour ce qui est du travail, il y a eu des matins où les collègues m'ont dit quand même, t'as les yeux bien explosés, t'as dû faire la fête hier soir. Mais quand j'ai commencé à leur expliquer que j'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté le cannabis, puis là, quand ils ont découvert mon histoire dernièrement, il y a eu quelques médiatisations là depuis 2022 surtout, ils ont été surpris. Donc finalement, oui, donc ils n'avaient pas grillé le truc. Ils n'avaient pas vu. Après, moi, je vis seule aussi, hein, donc c'est différent. Oui, mais vous vivez seule, mais vous allez travailler tous les jours, donc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a des boulots où on arrive très tôt, ou quand on est du soir, on finit tard. Parfois, on peut faire des nuits. Enfin, quand j'étais à l'hôpital, on était tous avec des têtes pas possibles, fatigués, au bout du rouleau. Donc, peut-être pour ça. Quand vous parlez du cannabis, vous dites que le cannabis vous a accompagné plus de 25 ans et que ça a été le produit le plus difficile à arrêter pour vous. Oui, ouais. Pourquoi? Quelles sont les difficultés supplémentaires? Moi, je pensais que c'était l'alcool, en fait, qui était plus compliqué. Ça dépend des personnes et ce que le produit va venir apaiser ou calmer. Moi, le cannabis, c'était dans une époque de rébellion. J'avais 16 ans, j'en pouvais plus de mon père qui buvait trop, je le supportais plus. Je rencontre ces deux filles sur le port. Elles me font goûter à ce premier joint. Et là, pof, plus de colère, je suis bien. Voilà, donc c'était ce que je cherchais. Finalement, ça a mes émotions, mais aussi toutes ces pensées que j'avais. J'avais beaucoup de pensées. Ça passait du coq à l'âne. J'avais pas de minute d'arrêt, quoi. Donc vraiment, ce produit-là, il m'apaisait. Il me faisait du bien. C'était un peu autothérapeutique, enfin même très autothérapeutique. C'est pour ça qu'il a été très difficile à arrêter. Vous employez souvent cette expression aussi, autothérapeutique. Et d'ailleurs, ça avait aussi un impact sur votre sommeil. Oui, oui. Avec ça, je dormais, parce que moi, j'ai jamais beaucoup dormi, hein, toute petite, très très peu dormi. Donc, dès que ça, j'avais en tout cas l'impression de bien dormir. Ouais. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe quand certains arrêtent le cannabis, ils se retrouvent avec des problèmes d'endormissement. Ouais, surtout les 3 premières semaines où c'est très difficile. On a des signes de sevrage, hein, beaucoup de sueur la nuit. Vous vous réveillez 3-4 fois, mais trempé, hein, c'est horrible. Et puis justement, ça perturbe beaucoup le sommeil. Donc ça, c'est un gros problème à l'arrêt. Il faut passer ce cap-là. Qu'est-ce qui vous a décidé à changer de vie, à arrêter?
Alors, à arrêter, c'est des problèmes de santé. J'avais des problèmes gastriques depuis très longtemps. Je voyais un gastro-entérologue alors, je parlais que de l'alcool au départ, hein. Le reste, c'était pas un problème. Donc, je lui disais que je buvais 2-3 verres, 2-3 bières le soir. Et au dernier examen qu'il m'a fait, il m'a dit que j'avais des lésions irréversibles, donc au niveau de l'estomac et le clapet de l'estomac. Et donc, je suis sortie de là, je me suis dit, je vais arrêter parce que sinon, j'ai eu un effet miroir. J'avais 42 ans, mon père est mort à 47 ans. Je me suis dit, je vais mourir d'un cancer dans 2 ans. Je me suis dit ça. C'est pas du tout ce qu'il a dit, mais... Oui, mais c'est ça que vous avez compris, en tout cas. Donc, j'ai arrêté, ouais. Et vous avez commencé à arrêter donc l'alcool? D'abord l'alcool, oui. Du jour au lendemain? Oui, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Hein, voilà, une bonne infirmière qui suit pas... Passionnée d'actitologie. Ouais, j'étais encore pas du tout. Justement, parce que je travaillais dans un service de médecine où il y avait des personnes qui pouvaient venir pour des cures de sevrage physique, hein, pourtant, dont on surveillait justement les constantes, à qui on donnait des Valium pour éviter les crises d'épilepsie et le syndrome de sevrage des vitamines, enfin bref, parfois certains on les perfusait. Et moi, pour autant, j'arrête l'alcool comme ça, quoi. Je réfléchis pas qu'il me faut un traitement. Donc, surtout pas, allez voir votre médecin traitant, évaluer avec lui le besoin ou pas d'un traitement court et dégressif. Oui, c'est ça. On n'arrête pas de boire du jour au lendemain. Non. Il y a des syndromes. Il y a il y a les sueurs, les tremblements, il y a les risques de crise d'épilepsie, puis on n'est pas bien aussi. Hein. Et puis, dans le pire des cas, ça n'arrive pas à tout le monde, mais le délirium. Alors après, pour le tabac, c'est pas vraiment la même chose. On peut s'arrêter du jour au lendemain, par exemple. Là, c'est juste pour l'alcool. Ouais. Là, c'est ce que vous dites, c'est juste pour l'alcool. Là, il faut être accompagné. Oui, pour l'alcool, oui. Et effectivement, on parle de ce mois de janvier, mais on n'est pas obligé du tout ou rien. On n'est pas obligé de s'arrêter définitivement. Il y a plusieurs stratégies, en fait. Alors, si vous parlez sur l'alcool, du Dry January, le défi de janvier, là, on est sur... ça s'adresse au grand public, des personnes qui n'ont pas forcément de problème de consommation, mais qui vont tester sur un mois de faire une pause, ce qui va leur permettre de voir où sont les verres qui sont nécessaires ou pas nécessaires, à quel moment ils boivent, s'il y a des difficultés. Et ça va aussi prévenir un risque de consommation problématique, voire de troubles addictifs. Sauf qu'on a beaucoup de personnes qui profitent du défi de janvier, qui ont une addiction, qui le savent ou qui sont en train de commencer à l'admettre, qui profitent du défi de janvier pour faire une pause. Commencer par là. Je reçois ce matin Sandra Pinel, qui est infirmière et patiente experte addiction, qui raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Journal d'une polyaddicte, libérée aux éditions Erol. Si je vous dis marre d'en avoir marre, ça vous fait penser à quoi? C'est une phrase que je dis souvent. En fait, j'étais sur un groupe d'entraide sur Facebook et je vois quelqu'un qui marque ça un jour. Marre d'en avoir marre. Et ça m'a drôlement parlé parce qu'à ce moment-là, j'avais juste arrêté l'alcool et je commençais à en avoir marre, de fumer ce sacré pétard là et de galérer à trouver ça, puis à commander parfois des cannabinoïdes de synthèse sur Internet parce que j'avais des galères avec mon dealer, je prenais aussi de la cocaïne et je commençais à d'en avoir marre, mais j'étais encore pas dans l'action. J'en avais juste marre d'en avoir marre. Ça peut parler à des gens qui nous écoutent, ça, aujourd'hui, oui. Quand on a marre d'en avoir marre, en fait. Oui, mais on n'est pas loin de la mise en action, là, quand on est là. Ouais. Et ensuite, vous avez fait quoi? Ensuite, j'ai arrêté parce qu'en fait, il y a eu un témoignage dans le groupe femmes où j'allais, de l'association Vie Libre, d'une personne qui a dit les conséquences des consommations de cannabis de son mari sur elle et sur sa famille, elle-même ayant arrêté l'alcool. Hein. Mais voilà. Et je me suis dit, mais oui, tu dis qu'il n'y a pas de problème avec le cannabis, t'arrêtes quand tu veux, mais non, en fait. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai terminé petit à petit ce que j'avais. J'en ai profité pour arrêter les produits de synthèse aussi en même temps. J'ai terminé mon pochon, là, petit à petit, et puis... Vous êtes quand même allé jusqu'au bout de vos réserves? Ouais, je suis allée au bout de mes réserves. J'ai pas acheté. J'ai même pas réfléchi, je pense, à ce moment-là. Et puis, au bout d'un mois d'arrêt de ça, avec l'argent économisé, alors que j'étais dans une merde financière pas possible, j'ai voulu marquer le coup. Donc, je me suis tatoué une salamandre qui, pour moi, voulait dire que je ne voulais plus retomber là-dedans. Pour moi, c'était un signe de renouveau.
Oui, vous expliquez très bien en quoi consiste la galère. Peut-être que ça va parler à des gens qui nous écoutent aujourd'hui. La galère financière, hein, puisque vous, alors vous étiez très organisé. En début de mois, vous provisionnez pour votre consommation du mois. J'étais obligée, hein, sinon j'aurais pas pu. Donc je retirais l'argent pour acheter donc le cannabis. J'allais au bureau de tabac pour acheter. Alors je prenais des pots de tabac. Je faisais des roulés. J'avais pas les moyens d'acheter des vrais clopes. Hein, ça coûtait beaucoup trop cher. Les feuilles aussi pour les joints. J'achetais l'alcool. Par contre, lui, je l'achetais. J'étais obligée d'aller souvent, hein, tous les 3-4 jours. Alors ça, c'était à la fin, on va dire, avant que j'arrête. Hein. Il y a eu à peu près une dizaine d'années de consommation d'alcool. Là, j'allais tous les 3-4 jours, mais je payais en chèque. J'avais plus du tout d'argent sur mon compte. Et vous racontez la honte, la honte d'aller dans la grande surface et de passer avec beaucoup plus d'alcool que de nourriture. C'était une organisation que vous aviez. Hein. Surtout que physiquement, j'avais beaucoup changé, puisqu'il y a eu un moment où j'étais diagnostiquée bipolaire, où je me suis retrouvée avec des médicaments qui m'ont fait prendre beaucoup de poids. C'est là aussi qu'est arrivée l'addiction aux médicaments, hein, d'ailleurs, les benzos et puis les opiacés qu'on m'a prescrits. Mais là, l'addiction, elle était légale. Ouais. Elle était sur ordonnance. Elle était sur ordonnance, mais ça n'empêche pas de revendre certaines choses pour avoir plus de certains. Enfin, on fait des trafics des médicaments. Ce que je voulais dire, c'est que physiquement, j'avais beaucoup changé. Donc, quand j'allais dans les magasins pour chercher ma drogue alcool légale, je rasais les murs parce que déjà, j'étais incapable de me regarder dans le miroir. Et puis, en plus, je prenais très peu d'alimentation. C'était juste de l'alcool. Et j'y allais très souvent. Donc, j'allais dans un célèbre magasin discount de ma région. C'était là le moins cher. Je prenais des cubis. Il n'y avait aucun plaisir. Il n'y avait pas de plaisir, là, non. Il n'y a aucun plaisir. Des trucs dégueulasses que j'aime pas, en plus. Mais seul comptait l'effet. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, a été efficace pour le rétablissement ? Moi, ce qui a marché, donc ça a été de marcher, justement. J'ai beaucoup marché. Je marche encore beaucoup. J'adore ça, marcher. Mais j'habite une magnifique région. La nature est bien présente, mais avant, je ne pouvais pas aller dans la nature, donc sur la plage, pour ma région à moi, sans avoir... donc j'avais une bouteille, mais dedans, c'était de l'alcool. Hein, c'était souvent de la bière. Et puis, il y avait toujours des joints aussi. Je ne pouvais pas y aller en étant clean. Donc là, quand j'ai commencé à arrêter l'alcool, au départ, j'ai marché sur la plage de Saint-Brévin, mais beaucoup. Et puis petit à petit, j'ai commencé à sortir mon téléphone et à faire des photos. Donc après, il y a eu cette passion-là de la photo qui est arrivée. Cette addiction positive, comme vous l'appelez ? Ouais, c'est une vraie addiction positive parce que ma mère et mon beau-père m'ont offert un réflexe. Et donc avec le réflexe, vous pouvez les clics compulsifs, là, des appareils numériques. Puis après, je passe beaucoup de temps à trier mes photos, puis je les partage sur mes réseaux sociaux, avec à chaque fois une citation pour essayer de retranscrire l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Donc c'est vraiment très important pour moi. Ça m'a beaucoup aidé. Puis bien sûr, les groupes d'entraide, donc pour moi, c'était l'association Vie Libre, et puis le centre d'addictologie aussi. Alors, les groupes d'entraide, ça vous dit que c'est fondamental. Ouais. Vous expliquez qu'on ne peut pas s'en sortir si à un moment donné, on ne verbalise pas, si on ne le dit pas. Alors, on peut, mais combien de temps ça va durer ? Parce que si on ne soigne pas les racines de l'addiction, en fait, ça vient combler, qu'est-ce que ça vient taire ? On risque de retomber dans les mêmes choses. Et puis, un groupe d'entraide et puis un centre d'addictologie, ça va aider à trouver de nouvelles habitudes. Et puis aussi, peut-être, à régler ce qui est autour de l'addiction. Alors, ça peut être le logement, ça peut être aider à retrouver un emploi, mais en tout cas, faire des papiers, puis le côté psychologique. Mais c'est utile, hein. Ça c'est vraiment un outil, c'est des outils qu'il faut utiliser. Oui, c'est vraiment important de multiplier les aides autour de soi. Quelle différence faites-vous entre une sortie de route et une rechute ? Alors, la différence, c'est que la rechute, on va retomber dans les consommations d'avant, c'est-à-dire pour quelqu'un qui buvait tous les jours, puis à la même quantité, voire plus parfois. Hein. Alors que la sortie de route, c'est une reconsommation comme ça un soir. Alors peut-être que ce sera plusieurs verres, mais c'est reprendre sa route dès le lendemain. C'est la différence. Mais c'est pas perdu, c'est ça qu'il faut s'y comprendre. C'est jamais perdu de toute façon, même si c'est une rechute, c'est jamais perdu. Ouais. Mais la sortie de route est différente puisque, c'est un accro au contrat, c'est vraiment ponctuel. Et la personne va repartir dans son choix d'arrêt de consommation.
Oui, vous le disiez tout à l'heure, le cerveau a une mémoire de l'addiction. Ça veut dire qu'on ne repart jamais de zéro. C'est pas parce qu'on est sobre depuis longtemps que c'est revenu à zéro, que les compteurs sont à zéro. Ah oui, parce que nous, quand on dit qu'on ne repart jamais de zéro, c'est-à-dire qu'on a appris déjà des outils de son parcours. Mais oui, il y a une mémoire de l'addiction. Donc de toute façon, si je refume une cigarette là en sortant du studio, je vais sûrement reprendre le paquet après. Et pareil pour les autres produits. Il n'y en a pas ici. Hein, et en plus, tout est fermé, vous êtes tranquille. Ah oui. Ouais, alors là, franchement. Il y a bien un café d'ouvert. Non, ici, vous êtes bon rien. Alors là, franchement, rien. Alors, il y a des stratégies pour chaque substance. Par exemple, la cocaïne. Dans la réduction des risques, peut-être plutôt, vous voulez parler. Oui, parce que la réduction des risques, on va donner du matériel aux personnes pour qu'elles prennent soin de leur santé. Donc c'est ce qu'on appelle les roules-tapailles, hein. Au lieu de prendre un billet dégueulasse qui a traîné je sais pas où, on va donner aussi du sérum physiologique pour nettoyer son nez. C'est une paille, un sniff pour éviter de se passer, par exemple, l'hépatite C, en se passant les pailles. Alors ça, c'est la réduction des risques. Mais dans une personne qui choisit d'arrêter, les stratégies vont être à peu près les mêmes. C'est changer ses habitudes, c'est changer parfois aussi de groupe d'amis, enfin en tout cas de copains de conso. Mais dans la réduction des risques, on a des stratégies différentes, selon les produits. Et puis aussi les addictions, mais comportementales. Comment elles agissent sur le cerveau? Elles agissent de la même façon sur le cerveau? Si on prend l'alimentation, par exemple, ça vient aussi combler un manque, calmer un malaise interne, c'est se remplir. On va se remplir avec de l'alcool, par exemple, mais on peut se remplir aussi avec de l'alimentation. Si on prend les conduites de jeu, il va y avoir un shoot de dopamine quand la personne va gagner. Et elle va avoir toujours envie de continuer à jouer pour se refaire, pour retrouver ce même shoot de dopamine. On parle souvent de ça, pour une drogue, qu'elle soit avec ou sans substance, enfin une addiction, qu'elle soit avec ou sans substance, c'est ce shoot-là, cet effet high qu'on va ressentir en consommant ou en jouant ou en mangeant ou en faisant un achat compulsif. C'est ça qui va nous faire retourner à chaque fois vers ce comportement, c'est de retrouver cet effet high. On revient à la zone de récompense. En fait. Le shoot. Le shoot. Ouais. Ça vaut pour les jeux, ça vaut pour la consommation de porno, enfin voilà, tout ce que sont les conduites comportementales. Oui. Il y a ce que vous appelez le stade de l'ambivalence. Qu'est-ce que vous appelez le stade de l'ambivalence? On est entre les deux. Est-ce que je suis prêt à agir et à changer, soit réduire ma consommation ou mon comportement, soit arrêter, ou continuer? Parce que en fait, ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Parce que quand on consomme, ça nous apporte quand même beaucoup de choses. Il y a des bénéfices à consommer. Ça comble un vide, ça m'occupe, ça me permet d'aller vers les autres, j'ai des copains, il y a tout un tas de choses. Ça m'aide à tenir aussi. Ça aide à survivre. Donc qu'est-ce qui fait qu'on bascule ou pas? Parce que là encore, après une émission, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire tiens, effectivement, je vais peut-être penser à m'arrêter. C'est quand la balance va pencher du côté il y a trop d'effets négatifs. J'ai envie de changer ça. C'est souvent ça. C'est les pertes, ce qu'on appelle nous les pertes. Souvent c'est ça. Ou c'est de participer à une campagne là, comme le défi de janvier actuellement, et puis de se rendre compte que c'est compliqué. Et là, je vais avoir envie de peut-être me faire aider et de changer tout ça. À noter que le défi de janvier, on peut le faire toute l'année. Les outils du défi de janvier sont disponibles toute l'année. Bien sûr. J'administre avec d'autres personnes le groupe Facebook d'entraide du défi de janvier qui n'a jamais fermé depuis son ouverture le 31 décembre 2019. Et on a des personnes qui font des pauses toute l'année sur le groupe, qui reviennent. Tiens, j'ai envie de faire une pause au mois de mars ou avant l'été ou après l'été. Vous êtes patiente experte, mais est-ce que finalement chacun n'est-il pas expert de son addiction? Le propre expert de son addiction. Chacun est expert de son propre parcours de rétablissement, et même les personnes qui sont encore pas rétablies aident aussi les autres.
Ça, c'est indéniable qu'on a c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel de sa propre histoire et qui va pouvoir aider les autres. Alors j'ai appris un mot dans votre livre, c'est ce qu'on appelle la cuite sèche. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'une cuite sèche? Alors, la cuite sèche, c'est beaucoup employé entre les patients, enfin les personnes qui sont en cours de rétablissement. On va se réveiller, alors vous allez faire un cauchemar et vous allez vous réveiller comme si vous aviez consommé. En colère contre vous, mais c'est pas possible. C'est une vraie sensation. Hein. Ça dure quelques minutes, vous êtes dans le brouillard et vous avez l'impression que vous avez bu toute la nuit. Moi, ça m'est arrivé avec le cannabis, par exemple. Ça m'est pas arrivé avec l'alcool. Ça, c'est la cuite sèche. Ouais. Et après, il faut réaliser que finalement, c'était un rêve, quoi. Un cauchemar, même. Ah ouais, un cauchemar, ouais. Mais ça dure quelques minutes avant de réaliser que non, je me réveille, je n'ai pas consommé. Sandra Pinel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? On commence par quoi? Alors, on a abordé pas mal de thèmes, mais en tout cas que les conduites addictives, c'est quelque chose qui peut arriver, que c'est une maladie chronique de laquelle on peut sortir, on peut se rétablir, on peut trouver de l'aide auprès de professionnels de l'addictologie, le médecin traitant qui est souvent le premier recours, des groupes d'entraide en présentiel ou sur Internet, il en existe pour vous aider, avec le forum Addicted notamment ou des groupes Facebook. Et que voilà, on peut retrouver une belle qualité de vie. On peut vivre sans consommer, ou on peut décider de réduire, de changer son rapport aux consommations, peu importe le produit, et que peut-être c'est pas nécessaire tout le temps. Voilà, peut-être qu'on peut changer ses habitudes. Retrouver la liberté. Retrouver la liberté, ouais. Alors je rappelle que votre livre qui vient de sortir s'appelle Journal d'une polyaddicte libérée, des conseils et des outils précieux pour vous libérer de vos addictions, aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.